Shoot to kill, kill, kill. 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 Shoot to kill, Alaska. He's got his hands up, Chief. Take it easy. All right, you. No need to shoot me, officer. I was just... Don't you be telling me what not to do, man. Just walk forward and keep them hands high. I saw the man, the assailant, Chief. But I was chasing him and... Cher public, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet en conseil d'audit et de Mazars, groupe La Poste, du cabinet de conseil en stratégie opérationnelle WIV. Et ce soir, je tiens aussi à remercier particulièrement Jean de la Bruyère, qui sera aussi un peu le sponsor et qui m'a beaucoup inspiré. Mesdames et messieurs, donc, chers spectateurs, les mardis se penchent ce soir sur un lieu maudit qu'on appelle ironiquement le Triangle d'Or, et j'ai nommé l'Élysée. Un palais qui défraie la chronique depuis plusieurs dizaines d'années déjà et sur lesquels les médias semblent s'acharner. Un lieu damné, quitté bien vite par de nombreux politiques pour lesquels il symbolise l'échec d'une vie où l'on entre la tête haute et que l'on quitte la queue entre les jambes. Chers invités, vous vous y êtes risqués. En êtes-vous sortis indemnes ? C'est bien ce qu'on verra. Enfin, ce soir, nous mettons finalement un visage sur des noms mystérieux que nous avons souvent été amenés à entendre, mais auxquels il est somme toute parfois difficile d'attribuer une fonction. Les sonorités sont familières, mais l'activité l'est moins. Car qui êtes-vous vraiment ? Hauts fonctionnaires. Vous n'en avez que le nom, et encore parfois même pas, n'est-ce pas, monsieur l'ouvrier ? Secrétaires généraux, conseillers d'État, des mots qui pourraient un peu se résumer à la formule malarméenne « aboli bibelot d'inanité sonore ». Vous aurait-on collé une étiquette bien pratique pour vous laisser n'en faire qu'à votre tête ? Une identité qu'on vous colle à la peau et qui vous donnerait une certaine légitimité, vous qui n'avez été finalement élu par rien et ni personne, sinon nommé par un monarque qui vous avait en affection et dont vous avez été le jouet pendant un certain temps. Il est vraiment difficile de vous percer à jour. Et lorsqu'on se penche comme moi sur votre parcours, et croyez-moi, j'ai fait des fouilles qui pourraient faire en sorte que je sois aujourd'hui diplômée d'archéologie, on s'aperçoit rapidement que reviennent toujours les mêmes qualificatifs. Vous êtes loyaux, discrets, secrets. Et c'est un trait commun que nous tenons là. Vous êtes et vous avez été des personnages clés de la politique française, parmi les plus proches décideurs de notre pays, en raison de votre rôle au gouvernement. Mais vous avez œuvré en retrait de la grande scène, à l'abri du cirque médiatique et de ces figures caricaturales surexposées, dignes des portraits qu'on retrouve dans les caractères de La Bruyère. Valet en la demeure, maître à l'extérieur, puisque quand même les décisions que vous avez prises au sein du palais ont affecté la vie politique de façon irrémédiable. Vous étiez l'atout maître du chef de l'Élysée, à la fois son collègue, son sujet, un père et un ami. Un ami, vraiment ? Pourtant, je ne me rappelle pas vous avoir vu sur la liste des invités au Fouquet's, monsieur l'ouvrier. Et pourtant, même moi j'y étais. Hein. D'ailleurs, j'ai une petite devinette pour vous. Alors, c'est Nicolas, Cécilia et Francky qui sont dans un bateau, et Francky tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste ? Patrick Buisson. Bon, puisque ma tâche est de vous présenter ce soir, il faut bien commencer. Et commençons de façon galante avec vous, Marie-Claire Carrergé. Jacques Chirac vous a judicieusement choisi en 2002 pour être sa conseillère sociale, puis vous avez été nommée secrétaire générale adjointe de l'Élysée en 2006. Longtemps appelée la petite protégée de l'Élysée, vous êtes la femme la plus chouchoutée du château, plus encore que la première dame de France, de quoi faire des jalouses. Vous recueillez les confidences du chef d'État, vous, l'oreille féminine du président, spécialiste de la question sociale. Vous êtes aujourd'hui candidate à la mairie de Paris dans le 14e arrondissement, face à une de nos invitées de l'année dernière, j'ai nommé NKM. La Bruyère, s'inspirant manifestement de votre parcours, écrit « On s'accoutume difficilement à une vie qui se passe dans une antichambre. Parce que c'est vrai que l'authentique, il n'y a que ça de vrai. Aller à la rencontre des gens sur le terrain, arpenter les rues du 14e été comme hiver, un tract à la main, une troupe de fidèles aux pieds, une horde d'ennemis sur le dos, c'est ça la vraie vie. Bref, administratrice au Sénat, ça n'est plus pour vous. Désormais, comme votre mari, président de la Ligue nationale de football, vous privilégiez le terrain. Je vous mettrai d'ailleurs en garde en utilisant les mots de mon cher La Bruyère dans les caractères, oui, encore lui. Il n'y a point de si pénible métier que celui de se faire un grand nom. La vie s'achève que l'on a à peine ébauché son ouvrage. Moi, je vous dirais vraiment, honnêtement, foutu pour foutu, ça ne sert à rien, une bonne place au Parc des Princes, un plaid très chaud, une tisane au dodo.
C'est d'ailleurs ce qu'a fait en quelque sorte Monsieur Bianco en annonçant son retrait de la vie politique en 2012. Aujourd'hui, vous êtes président de l'Observatoire de la laïcité, mais revenons sur votre parcours. Vous avez fait l'école des mines, puis enchaîné avec le classique duo Sciences Po ENA, puis fait un passage éclair dans des fonctions régionales. Donc vous avez été maire, député, conseiller régional de la région PACA par exemple. Et puis vous avez enchaîné aussi les records. Plus jeune secrétaire général de l'Élysée à l'âge de 39 ans. Recordman aussi de la longévité à ce poste, puisque vous y êtes resté 9 ans. Et 2 fois ministre sous Mitterrand, des Affaires sociales, puis de l'équipement, des logements et du transport. Vous poursuivez dans cette lignée socialiste en montrant votre soutien en 2007 à Ségolène Royal, ce qui vous vaut de devenir son co-directeur de campagne, avec M. Minucci. Mais à la suite de la défaite de celle-ci, aux primaires socialistes en 2012, vous décidez de prendre parti publiquement pour François Hollande. Vous, comme le couple Hollande, finalement, semblez tout droit sorti des caractères de La Bruyère, où sont dressés des portraits de mondains qui passent et repassent dans une course précipitée, des gens qu'on n'a jamais vus assis, qui n'ont jamais été fixes ou arrêtés, des gens qui ne prennent parfois même pas le temps de répondre tellement ils sont pressés. Les affaires d'État, ça vous connaît, ça vous donne aussi beaucoup d'idées, puisqu'en 2010, vous écrivez un livre « Si j'étais président, que faire en 2012 ?» Finalement, c'est un peu le calife qui se croit à la place du calife, hein, comme dans Is No Good, si j'étais président. Is No Good, d'ailleurs, qui nous fait penser à ce petit être brun, énergique, ambitieux, tenace. Est-ce que ça ne rappellerait pas quelqu'un? Peut-être Nicolas Sarkozy, non? C'est votre tour, monsieur Franck Louvrier. Aujourd'hui, président de Publicis Event, vous avez été conseiller en communication de Sarkozy pendant 15 ans, donc chargé de communication à la présidence de la République. On vous a surnommé l'homme qui ne parle jamais. Ce n'est donc pas le titre d'un bon western, mais la façon dont les journaux se réfèrent à vous, ce qui est pourtant un comble pour quelqu'un qui est censé communiquer. Vous êtes d'une loyauté sans égale. Vous avez, grâce à votre tempérament flegmatique, géré l'image du chef d'État pendant 5 ans, prêt à rattraper tous les dérapages de celui-ci, à protéger ou mettre en scène sa vie privée. Vous ne cédez jamais à la pression médiatique et vous devenez expert en langue de bois, au point d'ailleurs d'être raillé par les journalistes qui vous ont surnommé le temps du quinquennat super menteur. Des formations professionnelles sans doute, bon, qui vous en voudra. Tant que vous n'en abusez pas ce soir, nous ne vous en tiendrons pas rigueur. La Bruyère disait enfin, puisque j'aime vraiment La Bruyère, il n'y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme la présence du prince. À peine les puis-je reconnaître à leur visage, leurs traits sont altérés et leur contenance est avilie. Et c'est vrai que vous avez changé depuis la fin du quinquennat sarkozyste. Vous êtes tout bronzé, d'ailleurs. Ça doit être le fait d'avoir signé un CDI. Bon, trêve de plaisanterie et de références pédantes. Vous avez tous les 3 fait partie de ces besogneux qui récupèrent des dossiers délicats et dont le poste, à la mécanique complexe, est au cœur du dispositif élyséen. Des métiers qui nous fascinent, et ces métiers sont source de questions complexes sur la démocratie. Car comment, aujourd'hui, en occupant les postes que vous avez occupés, rester libre et indépendant en toutes circonstances? Et je suis en train de vous citer, Madame Carrère-Gé. Comment rester libre, en effet, au sein du palais de l'Élysée? Est-ce vraiment faisable? Enfin, qu'avez-vous à nous dire sur la réalité de la vie politique française, sur la gestion d'un mandat présidentiel, sur le fonctionnement du pouvoir? Vous l'avez eu entre les mains, vous avez côtoyé les plus grands et vous avez vécu à l'Élysée pendant des années. C'est bien une question qu'on se pose ce soir et j'espère vraiment que vous y répondrez. J'espère que vous nous ferez honneur et en tout cas, je vous souhaite un très bon débat à tous. Alors, merci Clara pour cette présentation. Bonsoir Jean-Louis Bianco, Marie-Claire Carrère-Gé et Franck Louvrier. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous ce soir. On va essayer d'avoir un débat qui va faire ressortir un petit peu certaines clés d'analyse des dessous du pouvoir politique, quelque chose qui est un petit peu obscur pour des étudiants d'école de commerce. Avant de commencer, nous tenons à remercier Pierre Baudry, qui est le fondateur des Mardis de l'ESSEC et qui nous a beaucoup aidé à réaliser cette interview parce qu'il a été conseiller d'État. Et donc voilà, on tenait à le remercier. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, vous avez bien évidemment un droit de retour sur la présentation un petit peu parfois difficile qui a été faite par Clara. Donc Marie-Claire Carrère-Gé, si vous souhaitez commencer. Merci d'être là, merci pour votre accueil, on est très, très heureux d'être là. J'ai beaucoup apprécié la présentation très, très humoristique. Effectivement,
j'ai entendu des choses sur nos fonctions, mais on en reparlera tout à l'heure. D'abord, les circonstances dans lesquelles on est les uns et les autres arrivés à l'Élysée. Je crois qu'il y a des parcours très très différents. Et ça peut être des parcours politiques, des parcours administratifs. Il y a un moment où la confiance avec le chef de l'État naît, et ce moment-là, il est différent pour chacun. Il y a des choses très intéressantes qui ont été dites. À la fois le fait d'être dans l'ombre, d'être en responsabilité, la grande sagesse, je crois qu'il faut avoir dans ses fonctions, savoir que c'est pas la vraie vie, savoir que ça dure pas longtemps, savoir que le risque est clairement immense quand on passe 5 ans enfermé dans un bureau, quand même, il faut dire les choses comme elles sont, du matin au soir, du soir au matin et le week-end, d'être coupé, coupé des réalités, coupé de la vie des Français. Que même si on y prête une attention constante, même si on se force à nettoyer des journées d'agenda noirs et se dire aujourd'hui je sors et je vais aller faire une visite de terrain comme ça, incognito, non pas qu'on soit des célébrités, mais parce qu'on est accueillis différemment selon qu'on dise ou non qu'on vient de l'Élysée. Même si on se force à ça, c'est la principale difficulté du job, je trouve, c'est de rester à l'écoute. Parce que même si vous êtes attentif, même si vous essayez toujours de décrypter ce qu'on vous dit, même les gens qui viennent vous voir dans votre bureau, ils ne vous parlent pas de la même manière selon que vous êtes à l'Élysée ou si vous êtes au coin de la rue. Donc c'est vraiment une grande difficulté. Elle a été soulignée tout à l'heure et j'ai trouvé ça très intéressant. Monsieur Bianco. Bonsoir, merci de votre accueil. Je voudrais embrayer sur ce que ma voisine vient de dire, parce que c'est vrai, vous l'avez évoqué, que c'est une des principales difficultés. Une chose que j'ai apprise dans cette fonction comme dans d'autres, c'est d'essayer de diversifier au maximum pour soi et pour la personne pour qui vous travaillez, les sources d'information. La plus grande diversité possible dans les équipes et dans les sources d'information. Puis j'ai appris aussi autre chose dans le même ordre d'idées que ce que vous disiez, qui n'est pas automatique, surtout quand on est pressé par l'urgence, le nombre des questions, etc., c'est d'être extrêmement attentif aux opinions divergentes, voire ultra divergentes. Dans 90 ou 95% des cas, c'est en dehors de la réalité, c'est fou. Dans 5 ou 10% des cas, c'est quelque chose que les autres n'ont pas vu. Alors, j'ai eu moi aussi en fait une expérience de terrain, comme on dit maintenant, avant d'être à l'Élysée, puisque j'étais agent d'un syndicat de développement intercommunal dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis j'ai ensuite été élu, vous l'avez dit, pendant à peu près 15 ans. Ce qui apporte aussi, évidemment, une autre vision des choses. Et je n'ai pas tout à fait arrêté la politique. J'ai arrêté de me présenter à des élections, dans la mesure où j'ai signé beaucoup de textes dans mon propre parti disant qu'il fallait non seulement arrêter le cumul des mandats, mais limiter le cumul des mandats dans le temps à 3. Donc je me suis appliqué ça. C'est pour prendre un peu plus de temps, pour penser, pour réfléchir, mais je travaille sur les questions européennes, sur la réforme du système ferroviaire et, vous l'avez dit, sur la laïcité. Alors, Monsieur Louvier, vous qui étiez conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, est-ce que vous avez eu ce même sentiment un petit peu d'enfermement parfois dans la fonction, ou pas du tout, parce que vous étiez quand même au contact de l'information, vous faites souvent état de la pression de l'information? Bon, pour plusieurs choses. D'abord, il y a quelques inexactitudes, mais je ne les relèverai pas. On aura l'occasion d'en reparler ce soir, peut-être. Je pense que d'abord, quand vous êtes là, vous savez, et il faut que ce soit permanent dans votre état d'esprit, vous êtes locataire du succès. Et que le succès, il est éphémère. Si vous ne vous dites pas ça matin, midi et soir, vous êtes sûr de péter un plomb. Et j'en ai vu, à qui c'est arrivé. Je ne citerai pas de nom ce soir, mais en tout cas autour de moi. Parce qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient arrivés. En fin de compte, c'est juste une étape. C'est une étape dans la vie. Elle est formidable, c'est une expérience extraordinaire. Vous rencontrez des gens passionnants. Mais dites-vous bien que c'est éphémère. Il n'y a rien d'acquis, il n'y a pas de situation acquise, rien de tout ça. Alors, le sentiment d'enfermement, il existe, c'est une réalité.
parce que vous avez le protocole, parce que vous avez le regard des gens qui est différent. Mais vous savez, les amis d'hier sont généralement les amis du lendemain. Alors donc ceux du moment, c'est moins des amis. En tout cas, il faut avoir un petit peu plus de distance par rapport à ça. C'est important aussi. Mais au-delà de ça, moi j'ai souhaité, en fin de compte, être élu parce que j'étais à l'Élysée. Parce que j'avais le sentiment d'avoir un rôle un peu particulier si j'avais en plus un mandat. Donc vous voyez, parfois il y en a qui arrivent à l'Élysée avec un mandat, il y en a d'autres qui en ressortent et qui veulent des mandats. Moi j'y étais et je me suis dit je veux un mandat parce que justement, n'étant pas haut fonctionnaire, n'ayant pas eu un parcours comme les autres, j'étais un des rares à avoir un parcours un peu particulier, je voulais compléter ça par cette expérience d'élu local. Et c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui conseiller régional des Pays de la Loire, parce que ça me passionne toujours. Et là maintenant c'est mon dernier lien avec la politique, ce qui est assez génial aussi, parce que je ne voulais pas quitter la politique. Je voulais quand même en voir encore quelques... Quand vous avez donné 15 ans, 20 ans de votre vie à la politique, vous avez envie d'exercer encore un petit peu cette passion, parce que c'est pas uniquement un métier, c'est une passion. Pas tous. On n'a pas tous envie de continuer une fois qu'on a été secrétaire général de l'Élysée pendant longtemps. Si, moi j'ai commencé en quelque sorte, après avoir été secrétaire général de l'Élysée. Un peu comme ce que vient de dire Franck. J'avais des liens avec la réalité. Encore une fois, quand vous êtes pendant 2 ans dans un département avec des gens que vous connaissez, que vous appelez au téléphone, c'était pas tout à fait comme un député, mais quand même, j'avais des gens qui m'appelaient, qui me disaient ce qu'ils pensaient, c'était mon petit baromètre, ma petite référence à moi. Et puis j'ai aimé, alors je sais pas, c'est pas tout à fait un métier, c'est pas tout à fait un travail, mais j'ai pris énormément de plaisir dans mes différents mandats, puis j'ai une petite fierté. La première élection à laquelle je me suis présenté, aux élections cantonales à Fort-Calquier, j'ai été battu, et j'étais ministre à l'époque. C'est une excellente leçon de commencer par une défaite. Et j'ai gagné toutes les autres élections. Donc voilà un bilan qui me fait plaisir. Alors, merci beaucoup. Avant qu'on fasse le bilan, on va peut-être revenir rapidement sur un peu vos expériences avant d'arriver à l'Élysée. Vous, Monsieur Bianco, vous êtes énarque. La question, évidemment, qu'on se pose, c'est est-ce que l'ENA, Sciences Po, ce sont des passages complètement incontournables? Il ne semble pas. Pour être dans l'intimité du pouvoir. Est-ce que nous, à l'ESSEC, on est un peu foutus pour ce genre de poste? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la façon dont vous avez été recruté ou alors choisi, je ne sais pas quel est le terme le plus adéquat, par qui, dans quelles conditions est-ce que vous faisiez au moment finalement où vous avez reçu une invitation à vous joindre à l'équipe de l'Élysée. Madame Carragé, peut-être? C'est tout simple, c'est par le plus grand des hasards, en fait. Bon, et après, quand on réfléchit, c'est pas totalement un hasard, mais c'est pour dire que je n'ai pas candidaté pour venir travailler à l'Élysée, pas du tout. Donc, comme quoi, dans la vie, il y a des choses formidables qui vous arrivent, et elles sont pas planifiées, on les a pas demandées, etc. Et c'est très bien comme ça, et il faut toujours s'en souvenir dans la vie, je crois. Mais tout ça pour dire que, en fait, moi, c'est un double parcours technique et politique. Il se trouvait que j'étais administrateur au Sénat, je travaillais à la commission des affaires sociales, je m'occupais de santé, bioéthique au Sénat pendant de longues années. J'avais côtoyé au Sénat quelqu'un qui s'appelle Philippe Bas, qui est devenu secrétaire général de l'Élysée. Donc, je le connaissais pour avoir travaillé sur des dossiers techniques avec lui. Et par ailleurs, j'avais un engagement politique, j'étais secrétaire national du RPR, donc j'ai participé à la campagne de Jacques Chirac entre la fin des années 90, 2000, 2002, et l'élaboration du projet. Et donc là, j'ai fait connaissance avec les équipes de l'Élysée, avec Frédéric Salabarou. Et donc c'est par ce double biais technique et politique que j'ai été recrutée, en fait, quand Jacques Chirac a été réélu en 2002. Philippe Bas, qui est secrétaire général adjoint, est devenu secrétaire général à la suite du départ de Dominique Villepin, qui était devenu nommé ministre. Enfin bref, il y a eu un jeu de chaises musicales. Et ils m'ont appelé pour savoir si j'étais intéressée. Évidemment, j'ai pas hésité longtemps. Monsieur Louvier, par exemple, comment avez-vous rencontré Nicolas Sarkozy, par exemple? Comment l'avez-vous approché? Ça, c'est assez simple. D'abord, moi, j'ai commencé, je ne voulais pas du tout faire de la politique. J'étais passionné par la politique, ça m'intéressait, mais je ne voulais surtout pas en faire un métier.
Je voulais pas être élu. Honnêtement, j'avais un autre objectif. Je voulais rentrer dans le monde de la communication, et c'est ce qui me passionnait, c'était la communication. Je m'en rappellerai toute ma vie. Vous savez, il y a des flashs comme ça, il y a des moments de votre vie dont vous vous rappelez. Je partais signer mon contrat pour le groupe Accor. À l'époque, le groupe Accor était installé Tour Montparnasse. Maintenant, ils sont dans l'est de Paris. Et je prends le train. Et juste avant de prendre le train, j'étais à Nantes, je suis nantais d'origine. Et donc, il y avait 2 heures, un quart de train. Et je reçois un coup de fil d'une parlementaire que je connaissais parce que la politique m'intéressait, mais voilà, en tant que simple observateur, un peu militant, mais c'est tout. Et c'était Elisabeth Hubert, on était en 94. Elle était députée de Loire-Atlantique, c'était une jeune députée, et qui m'appelle et qui me dit, voilà, j'ai mon assistante parlementaire qui part en congé de maternité. Est-ce que ça te dit de la remplacer? Je dis, ah non, pas du tout, je n'y connais rien du tout. Mais si, tu as une formation juridique. Puis j'ai dit, mais non, mais c'est pas mon métier. Puis là, d'abord, ça tombe mal. Je pars en plus signer mon contrat à la direction du groupe Accor, la direction de la communication. Et puis, les 2 heures de train que je prends maintenant régulièrement, mais ces 2 heures de train-là ont été lourdes dans mon choix parce que je suis arrivé au pied de la tour Montparnasse. Je me suis dit, fais le truc qui t'aime, ne t'engage pas dans quelque chose dont tu n'es pas sûr. Si la politique t'intéresse, essaye. Honnêtement, c'était un choix un peu délicat parce que vous mettez du temps à trouver un CDD, un CDI. Donc, contrairement à ce que vous dites, c'était pas mon premier CDD ni mon premier CDI, mais bon, voilà. Et donc, du même coup, là, je me suis laissé guider par ma passion. Je me suis dit, ouais, non, mais ça m'intéresse, la politique. Et on était en 94, donc 1 an avant l'élection présidentielle. Et Elisabeth Hubert s'est énormément engagée dans la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Elle a été nommée ministre et je l'ai suivie ensuite comme chargée de communication au ministère de la Santé. Donc, c'est comme ça que j'ai embrayé dans le monde politique. J'ai connu la NPE quelques jours parce qu'il y a eu un remaniement, je me rappelle toujours. Moi, je ne suis pas fonctionnaire, donc je me suis retrouvé dehors et je suis allé à la NPE du 15e arrondissement. Ça aussi, c'est des moments qui vous marquent. 1 an après, au moment de ce qu'on a appelé les jupettes, là, le départ des femmes ministres, après, toujours la vision, la vue, le regard de la personne qui est venue me recevoir, et qui m'a reçu et qui me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous étiez au gouvernement, vous nous pointez à une paix? Je dis, oui, c'est comme ça que ça se passe, il me faut une protection sociale. Bon. Puis, coup de chance, il y avait un autre ministre qui arrivait, et 2 jours après, je repartais avec Dominique Perben. Donc, vous voyez, comme ça, après, c'est de fil en aiguille. Alors, pour en arriver à Nicolas Sarkozy, c'est très simple. Moi, à l'époque, on était juste après la dissolution, et j'avais été nommé, quelques mois avant la dissolution, par hasard, aussi parce que je ne savais pas que la dissolution arrivait, j'avais été nommé chef du service de presse du RPR après avoir exercé donc auprès d'Elisabeth Hubert et de Dominique Perben, qui a été ministre de la fonction publique, réforme de l'État et décentralisation. C'était un portefeuille assez compliqué quand vous êtes en charge de la communication. Et donc, j'étais chef du service de presse. Alain Juppé m'avait demandé justement de prendre cette responsabilité au sein du RPR parce qu'il voulait plus de cohérence, mais ça c'est un éternel débat, entre le parti qui était au pouvoir et le gouvernement. Et donc j'avais accepté ça, et puis il y a eu la dissolution. Tous mes copains qui étaient dans les cabinets se retrouvaient dehors. Moi, j'étais au parti, donc un peu de chance quand même. Dans la vie, ça arrive aussi. Un peu d'opportunisme aussi, non? Non, de chance, parce qu'honnêtement, je ne savais pas du tout qu'il y allait avoir la dissolution 6 mois après, vous imaginez bien. Et puis, Juppé s'en va, à la suite de l'échec de la dissolution. Et arrive un couple totalement improbable pour la droite, où peu de gens misaient, Philippe Séguin, Nicolas Sarkozy. Et en fin de compte, ça a été un couple formidable, parce qu'ils ont été très unis, très proches. Et donc, à ce moment-là, Nicolas Sarkozy est arrivé au RPR, il me fait appeler, je pense qu'il avait entendu parler de moi, et j'espère en bien, en tout cas, et il me dit, voilà, c'est vous, Franck Louvrier? Je dis, oui, voilà, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ça vous dit de travailler avec moi? Je dis oui, tout à fait, oui, ça m'intéresse. Bon, on se tutoie et on commence maintenant. Et l'aventure a commencé en 97 et s'est terminée l'année dernière. Donc, vous voyez, et donc j'ai suivi à la fois la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Ce qui est intéressant parce que c'est pas exactement la même chose. Et donc vous, monsieur Bianco, donc, tracé. Quand François Mitterrand est élu en mai 81, je suis donc en Haute-Provence comme animateur de développement. Je découvre ce pays où je vis depuis quelques années, je m'y plais et j'envisage de m'y installer professionnellement. Et j'arrive à l'Élysée grâce à un copain de lycée qui s'appelle Jacques Attali, qui me dit, voilà, je travaille avec le
le président Mitterrand. Je vais constituer une petite équipe qui sera plutôt sur la prospective, la stratégie. On ne sera pas au cœur de l'action quotidienne. Lui y était. Est-ce que tu veux nous rejoindre? J'ai dit oui. Et je me suis trouvé dans une équipe où il y avait, outre Jacques Attali, un formidable diplomate qui s'appelle Pierre Morel, et 2 jeunes que Jacques Attali avait découverts dans la campagne présidentielle qui s'appelaient François Hollande et Ségolène Royal. Donc on a travaillé comme ça pendant 1 an. Puis Pierre Bérégovoy, qui était secrétaire général de l'Élysée, a été nommé ministre des Affaires sociales. Moi, j'étais vraiment pas dans les réseaux, je connaissais à peine Mitterrand, il m'avait vu 3 fois. Grande surprise, il me convoque. Et avec une phrase typiquement mitterrandienne, « On pense à vous comme secrétaire général de l'Élysée », le « on » étant évidemment lui. Et alors, non, surprenant par contre, évidemment, il n'emploie pas cette expression, mais il me dit quand même, comment voyez-vous le job? Alors, il dit pas job. C'était quasiment un entretien d'embauche qui, de la part de Mitterrand, était complètement surprenant. Et je lui dis, en gros, comme un ingénieur mécanicien, pour que la machine tourne. Il m'a dit, vous êtes secrétaire général. Et alors, vous étiez quand même assez jeune quand vous avez accédé à cette fonction. Ça vous Oui. tombe subitement dessus parce que finalement, vous ne connaissiez pas forcément les réseaux, vous ne connaissiez pas l'Élysée, et encore moins Mitterrand personnellement. Comment est-ce qu'un pouvoir comme ça nous tombe dessus? Comment est-ce qu'on le gère? Comment est-ce qu'on le vit? On apprend, c'est difficile. D'abord, il y a une journaliste d'ailleurs du Point, qui avait fait un papier en disant ça va être un demi-secrétaire général. Je lui ai dit, je vous donne rendez-vous dans 6 mois, vous allez voir si je suis un demi-secrétaire général. Donc j'ai pris mes marques, j'ai appris dans cette situation. J'ai eu la confiance du président et j'ai eu la confiance de beaucoup d'autres, mais c'est tout sauf évident quand on ne connaît pas les réseaux. Cela dit, il y a des choses plus difficiles dans la vie. Vous avez jamais hésité? Ah non, j'ai pas hésité 1 seconde. Vous vous rendez compte quelle chance de participer à cette aventure au sommet de l'État? Non, pas 1 seconde. Et vous, Madame Carrière, vous aussi, on a l'impression, quand vous nous racontez votre parcours, que ça a pu être un moment très nouveau dans votre vie professionnelle. Celle de Monsieur l'ouvrier peut-être un peu plus progressive. Est-ce que vous avez aussi... comment vous avez géré ce pouvoir d'un seul coup? Non, c'est pas complètement nouveau au sens où je m'occupais de la chose publique. Enfin, quand je travaillais au Sénat, je travaillais sur des dossiers, la préparation de textes législatifs. Bon, sur le plan technique, je crois que c'était assez outillé. Sur le plan politique, j'étais également familière, bien que n'étant pas élue. Et de manière, j'avais depuis tout le temps voulu travailler au service de l'État d'une façon ou d'une autre. Donc, ce qui est peut-être difficile, c'est de mettre un pied comme ça en cabinet ministériel directement à l'Élysée. Mais comme le disait Monsieur Bianco tout à l'heure, si à l'Élysée, à la limite, on n'a pas besoin d'être bon techniquement. Parce que vous avez de toute manière tous les ministères, toutes les administrations qui produisent de l'expertise, qui produisent... Donc ce serait que de la représentation? Vous avez... Non, non, pas tout à fait, non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si vous savez où vous allez, si vous savez plus exactement où le président veut aller, si vous avez du bon sens, si vous avez envie que les choses fonctionnent, si vous savez écouter, comme il l'a dit très justement, et si vous savez vite décrypter le jeu des acteurs, c'est quelque chose de... Vous êtes placé en position d'impulsion pour impulser des réformes, ce que le président veut pour le pays. Vous êtes placé en position d'arbitrage en permanence, et vous êtes placé en permanence dans des situations où il faut gérer de l'urgence, et on vous met sur le bureau des problèmes à résoudre pour lesquels il n'y a que des mauvaises solutions. Donc il faut très souvent, il n'y a très souvent pas des solutions parfaites. Donc c'est moins une affaire technique qu'une aptitude à l'écoute, à la décision et ensuite au suivi. Parce que ce qui est... par rapport à ce qu'on peut penser quand on n'a pas côtoyé ces milieux-là, on se dit, waouh, l'Élysée, on appuie sur un bouton et pouf, ça se déclenche. Le président a dit, hop, c'est d'ailleurs ce que
on essaie de raconter un peu via les journalistes. Lui, il a passé 5 ans à montrer qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton et grâce à un grand volontarisme, les choses allaient changer. Mais lui, il est très fort. Mais en vrai de vrai, quand le président dit qu'il veut impulser telle ou telle réforme, bien sûr, quand il le dit, la parole présidentielle a une telle puissance, un tel effet d'entraînement. Et puis le président, en général, il a été élu sur un projet. Donc il y a une puissance initiale qui est énorme. Mais ensuite, il faut tout mettre en musique, jusque dans les moindres détails, et le faire et maintenir l'énergie, maintenir le truc. Parce que, je veux dire, le président qui décide une réforme, qui part comme ça, et puis ensuite, il y a des déperditions d'énergie formidables. Les textes, ils peuvent être vite votés ou pas vite votés. Ils peuvent être accueillis favorablement ou pas favorablement. Et puis ensuite, entre le moment où il y a une impulsion politique au sommet de l'État et le moment où ça touche la vie des gens, il peut se passer beaucoup trop de temps si on n'est pas en permanence sur le pont à surveiller des choses jusque dans les détails, dans l'ombre bien sûr, mais jusque dans les détails. Et il faut être attentif à tout. Mais ça, il n'y a pas besoin d'un lourd bagage technique pour être bon, pour être efficace. Je pense il faut avoir un peu de pif, puis être un bon ingénieur mécanicien. Je crois que c'est une bonne définition. Mais vous deux, vous nous avez parlé de vos fonctions comme si c'était égal du début jusqu'à la fin. Une question qu'on s'est posée, justement, c'est quelle est la différence entre le début où on arrive et où on a avec soi le mandat, une approbation qui vient naturellement de l'élection qui vient de se dérouler, et où peut-être on connaît un peu moins bien la mécanique, et la fin où on connaît peut-être un peu mieux la mécanique, mais où les attaques sont venues de partout, où les difficultés sont grandes. Monsieur Louvrier, entre le début et la fin d'abord, à l'Élysée, quand vous commencez quelque chose, vous faites toujours des erreurs. Vous en faites plus au début qu'à la fin, ce qui est un peu normal. Autrement, c'est assez grave, c'est-à-dire que vous apprenez pas en faisant. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, l'Élysée, c'est quoi? C'est très simple, en fin de compte. C'est transformer des informations en décisions. Vous avez toutes les informations du monde. Il faut les transformer en décisions. Et en général, les informations qui arrivent, c'est des informations qui n'ont pas été réglées par les prédécesseurs, parce que dans l'organisation de l'État, il y a plein de gens qui ont pu régler les problèmes avant vous, mais qui ne l'ont pas fait. Donc si ça arrive sur votre bureau, c'est que vraiment personne n'a pu le faire. Sinon, les autres l'auraient fait à votre place bien avant. Donc c'est un fonctionnement, en fin de compte, assez simple. Et les profils, comme le dit très justement Marie-Claire, les profils sont des profils politiques. Il faut avoir une approche politique. On ne vous demande pas d'être le meilleur dans votre domaine. Parce que d'abord, il y a tous les gens que vous voulez. Au ministère de la Santé, il y a tous les spécialistes que vous souhaitez. Au ministère des Affaires étrangères, il y a tous les spécialistes du monde entier. Il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut maintenant, c'est quand vous avez le pouvoir de décision, il faut prendre la bonne décision. Et c'est ça qui est très difficile. Et donc, il faut prendre la bonne décision dans l'optique politique de la personne qui a été élue, qui est le président de la République. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut avoir deux atouts. À la fois, il faut avoir un profil politique. Et deuxième élément, il faut bien connaître la personne pour qui vous travaillez. Alors surtout dans des fonctions comme les miennes, mais je pense dans nombreuses fonctions, notamment secrétaire général ou autres. Parce que vous devez... moi, je disais, mon rôle, c'est d'être d'une certaine façon un porte-parole, mais c'est de prendre la parole sans demander l'autorisation. Je n'allais pas appeler matin, midi et soir le chef de l'État pour lui demander qu'est-ce que je dis là-dessus ou qu'est-ce que je fais là-dessus. Même le secrétaire général, je ne le dérangeais pas matin, midi et soir. Il faut comprendre, il faut anticiper les difficultés et savoir y répondre immédiatement. Et ça, c'est votre rôle. Et je pense que vous réussissez dans votre fonction lorsque vous comprenez la personne pour qui vous travaillez. Et ça, c'est essentiel. Ça fait vraiment partie. Et je pense que cette règle-là, elle est valable peut-être à l'Élysée, mais elle est valable dans toutes les entreprises qui existent. Quand vous avez des responsabilités, il faut savoir prendre des décisions avant que la personne pour qui vous prenez des décisions vous dise il faut faire ci ou il faut faire ça. C'est un peu mieux. Sinon, ça ne sert à rien. Dans ces cas-là, vous ne servez plus à grand-chose. Donc, c'est ça la difficulté. La difficulté de l'Élysée, c'est ça avec la pression et, en fin de compte, une petite structure. C'est une petite structure. D'abord, c'est une structure militaire. Avant tout, militaire. Je ne veux pas rentrer dans le rôle des secrétaires généraux, du secrétaire général adjoint, mais il y a plus de militaires que de civils. Il faut bien comprendre ça.
Et les seuls civils, autres, ceux qui s'occupent du fonctionnement de l'Élysée, sont des politiques. Et donc, c'est un fonctionnement bien particulier. C'est pas du tout le fonctionnement que j'ai connu, moi, dans d'autres ministères. J'étais à Bercy, j'étais à l'Intérieur, j'étais au ministère de la fonction publique, à la santé, j'ai fait tous ces ministères-là. Ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans le même contexte. Là, vous êtes vraiment dans une étape politique du fonctionnement. Et on sait très bien que c'est l'ultime étape. Il n'y en a pas d'autre. Donc voilà, le contexte est bien particulier. Mais alors, le secrétaire général, le conseiller en communication, le secrétaire général adjoint sont tous en fait finalement ils disposent de l'information et c'est des outils de filtrage pour le président. Vous filtrez un petit peu l'information qui arrive pour que ce soit uniquement l'information pertinente qui arrive dans l'oreille du président, parce que finalement c'est pas vous qui prenez la décision, mais c'est lui. Donc vous filtrez l'information, vous la hiérarchisez. Avec le recul, Monsieur Bianco, est-ce que vous diriez plus que le véritable pouvoir, il est dans la décision que prend le président ou dans l'influence que vous pouvez avoir en lui apportant et en ayant les clés de filtrage de l'information? Alors, je corrigerai peut-être un petit peu ce que vous dites. Ça dépend ce qu'on entend par filtrage. Je l'ai dit un peu tout à l'heure. Je crois que le rôle d'un collaborateur de président, et en particulier d'un secrétaire général, c'est de diversifier l'information. En général, les chefs d'État sont d'ailleurs assez grands pour avoir leurs propres sources, et c'est une force des trois personnages dont nous parlons, à l'évidence. Moi, j'ai toujours veillé à donner le maximum d'informations. On faisait des notes de 2 pages maximum, mais quand j'avais un avis, je ne substituais pas mon avis à l'avis d'un conseiller ou du ministre, si j'estimais qu'il pouvait être intéressant. Je disais, je suis d'accord avec tel ministre ou je ne suis pas d'accord pour telle raison. Donc, c'est pas forcément filtrage au sens d'éliminer des informations. Pour votre deuxième question, évidemment, le pouvoir de décision du chef de l'État est sans commune mesure avec le pouvoir d'influence qu'on a. On peut peser sur certaines décisions, notamment, comme le disaient mes 2 collègues, on a en général des décisions difficiles à prendre au niveau du chef de l'État, sinon il ne serait pas là et on ne serait pas là. Donc on peut peser dans des arbitrages compliqués, où il y a justement des désaccords avec le Premier ministre, entre ministres. On peut peser parce que si on a une force de conviction, on arrive à faire pencher la balance. Mais le pouvoir, encore une fois, de décision du chef de l'État est sans commune mesure avec notre pouvoir d'influence. Mais par exemple, Henri Guénaud, donc, qui était le conseiller de Nicolas Sarkozy, avait un poids prépondérant dans les décisions qu'il prenait. Qu'en pensez-vous, par exemple? C'est normal, d'abord, dans l'organisation élyséenne, près du président de la République, vous avez une fonction qui est reconnue dans la pratique républicaine, qui est conseiller spécial. Jacques Attali était conseiller spécial, Henri Guénaud était conseiller spécial. Et donc, ce sont des fonctions qui sont des fonctions à la fois, je dirais, qui permettent d'aider à la rédaction, d'aider à la conception des idées qui peuvent arriver dans, je dirais, le cheminement classique élyséen. Donc, ce sont des gens qui ont un rôle important. Mais alors, moi, je n'étais pas dans les réunions du Salon Vert avec Jacques Chirac, ou en l'occurrence du Salon Vert. Je crois que le Salon Vert, c'est la salle de réunion de l'Élysée qui est occupée par Jacques Attali. C'est toujours été quelque chose qui m'a toujours impressionné parce que c'est la seule salle pour accéder au bureau du chef de l'État. Et j'imaginais qu'il y avait un homme qui était à l'entrée du bureau du chef de l'État et qui voyait tous ces entretiens. C'était assez impressionnant à l'époque de Jacques Attali. En tout cas, à l'époque de Jacques Chirac et à l'époque de Nicolas Sarkozy, cette salle-là, cette pièce-là, qu'on appelle donc Salon Vert, était la salle de réunion. Et je sais qu'on avait énormément de réunions dans le Salon Vert, nous. Dès qu'il y avait un problème, on savait qu'on allait être convoqué et que toute une équipe allait être convoquée. Et le problème arrivait sur la table. Et à ce moment-là, le chef de l'État était très clair. Il dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les propositions que vous me faites? Et on en débattait. Alors, parfois, c'était assez, je dirais, chaleureux. Parfois, c'était un peu plus tendu parce que chacun avait ses idées, les défendait. Mais personne n'était propriétaire de son domaine. C'est-à-dire qu'il arrivait que d'autres collaborateurs parlent des problèmes de communication et que moi, je parle, par exemple, du sujet sur le fond, etc. On était assez... c'était assez managérial. Hein. C'était vraiment un fonctionnement où, dès qu'on avait une difficulté, tout le monde se réunissait dans le Salon Vert et on essayait de régler le problème. Et donc, vous voyez, c'est pas une personne qui va influencer l'idée auprès du chef de l'État, qui va la garder, qui ne va pas en parler à d'autres. Ça, il ne fonctionnait jamais comme ça. C'est-à-dire, dès qu'il y avait une idée, une bonne idée, quelqu'un lui croisait, lui dit « Tiens, j'ai une bonne idée. » Tu en as parlé à machin, à truc, et bon, on fait une réunion ensemble et on en parle. Donc vous voyez, c'était un fonctionnement assez clair, assez limpide.
qui permettait pas toujours, parce que ça arrivait qu'il y ait des fuites du même coup, parce que comme tous les gens participaient à la réunion et qu'on était plus de 2 ou 3, chacun avait sa petite idée et en parlait aux autres, etc. etc. Mais ça avait un avantage, c'est que ça permettait de sécuriser la décision et le chef de l'État avait l'avis à peu près de toutes ses équipes, tous les gens avec lesquels il avait l'habitude de travailler. J'en profite que vous parliez de porosité Ouais. du cabinet du président de la République pour mentionner un point qui est peut-être un peu annexe, mais qui nous intéresse beaucoup ici, qui est la relation et l'accès plus ou moins direct que peuvent avoir les différents lobbies, plus ou moins institutionnalisés, à l'Élysée. Quelles ont pu être vos relations sur des thèmes spécifiques ou de façon générale avec les lobbies qui existaient, pas de la même façon, je pense bien, au moment où vous étiez à l'Élysée. Madame Carrégé ? Alors, les lobbies, il y a une connotation négative. Pas dans ma bouche. Non, mais en général, Non, mais quand j'essaie de réfléchir à mes fonctions, qui étaient initialement m'occuper du social, donc santé, logement, emploi, handicap et toutes ces sortes de choses. Les lobbies dans le secteur, j'essayais de les voir tous, les lobbies. Quand Jacques Chirac a décidé qu'il allait faire de la cause des personnes handicapées un grand chantier du quinquennat, évidemment, les lobbies des personnes handicapées, les associations, voilà. Mais même chose, je dis ça parce que on peut chercher. Moi, je cherchais à voir le maximum de monde. Et ensuite, quand mes fonctions ont été plus larges que le seul social, j'ai toujours cherché à voir le maximum de monde et à me faire une idée par moi-même si j'avais un doute sur l'information qu'on me transmettait. Alors après, les lobbies au sens économique, hein, les grandes entreprises, je ne sais pas si vous classez les syndicats, le patronat dans les lobbies, mais les syndicats, le patronat, on les reçoit très souvent, ou si on ne les reçoit pas, sur certains dossiers, on a évidemment des entretiens téléphoniques. Pour que ça marche sur un quinquennat, il faut qu'il y ait une histoire de confiance entre le chef d'État et les partenaires sociaux. Mais oui, des grandes entreprises, des grands patrons, bien sûr, ont accès à l'Élysée, en tout cas aux conseillers. Un des rôles des conseillers du président, c'est aussi de protéger le président contre ces lobbies. D'une certaine manière, il y a des gens... été reçu par un conseiller, c'est aussi une manière de... Ça peut être une manière de satisfaire aux aspirations du dit lobbyiste, mais ça peut être aussi une manière de calmer. Voilà, ça c'est fait et reçu. Il est venu à l'Élysée, il pourra dire qu'il est venu à l'Élysée. Bon, voilà. Donc oui, c'est une maison ouverte, l'Élysée. Hein, je pense sous tous les les présidents, c'est une maison ouverte. On essaie évidemment on reçoit des demandes de rendez-vous à l'appel. Hein. Les journées n'y suffiraient pas pour recevoir tout le monde, évidemment, mais les forces vives du pays, les grandes entreprises, les grands acteurs économiques et sociaux, bien sûr, ils ont accès à l'Élysée. Si vous me permettez juste, sur les lobbies, c'est toujours intéressant parce qu'on parle toujours des lobbies de façon assez péjorative. Il est évident que l'Élysée, d'abord, c'est le lieu de toutes les pressions. Les gens qui ont des choses à défendre, ils vont à l'Élysée. Les journalistes, les corps professionnels, mais tout le monde. Donc, bien sûr que c'est une maison qui est en permanence sous pression de l'extérieur. Les syndicats de médecins, mais tout le monde veut venir à l'Élysée. Donc si vous n'êtes pas capable d'absorber cette pression-là, vous faites un autre métier, hein, mais vous ne rentrez pas à l'Élysée, parce que c'est ça votre travail aussi, c'est que vous allez essayer d'écouter les gens, de voir leurs intérêts. En fin de compte, vous défendez l'intérêt général et vous ne voyez que des intérêts particuliers se prononcer devant vous. C'est un peu ça le fonctionnement. Donc, et vous essayez de dire, qu'est-ce qui est le mieux pour le pays ? Qu'est-ce qui est mieux par rapport aux engagements qu'on a pris ? Et c'est à ce moment-là que vous prenez des décisions. Mais bien évidemment, quand les médecins, quand les taxis viennent à l'Élysée, vous imaginez bien que je sais ce qu'ils défendent en ce moment. J'ai bien compris. C'est exactement pareil pour toutes les professions. C'est en permanence. Donc il faut savoir le gérer correctement. Mais vous savez, un parlementaire
qu'il soit européen ou un parlementaire, un député ou un sénateur, il a la même pression. C'est exactement la même chose. On compte les ministres dans les intérêts particuliers qui viennent être défendus Mais bien sûr, si on veut prolonger jusqu'au bout, parfois ou souvent, quelqu'un qui va demander rendez-vous à la présidence de la République et peut alerter un conseiller sur le fait que ça a dysfonctionné en dessous vous êtes là où vous êtes, vous ne pouvez pas surveiller le fonctionnement quotidien du ministère sur chacun des dossiers qui lui sont confiés, par définition. Donc le fait d'être ouvert, c'est aussi de diversifier les sources d'information. C'est précieux pour vite fait de décrypter les jeux des intérêts, les intérêts des uns et des autres. Et chaque administration a ses intérêts, chaque administration défend son point de vue, parfois avec une mauvaise foi, mais invraisemblable. Donc si techniquement vous n'êtes pas mauvais et qu'au bout de 2 secondes vous pouvez couper le type ou la fille qui vous fait son numéro, c'est pour ça qu'il faut quand même techniquement plutôt être bon quand même au départ, autrement on perd beaucoup de temps, mais il faut vite décrypter le jeu des uns et des autres parce que vous êtes un lieu d'arbitrage, donc chacun joue son jeu, hein, les ministères les premiers, mais souvent, effectivement, avec une mauvaise, des astuces de garçon de bain, de machin gros comme une maison. Hein, et c'est très fréquent. Monsieur Bianco, vous avez l'air de sourire un petit peu en connaissance de cause. Vous avez une petite anecdote pour nous oui, enfin, quelqu'un qui a fait son numéro ? Je partage complètement ce qu'ont dit mes deux collègues. Quand je parlais d'ingénieur mécanicien, je pensais aussi à ça, en fait. C'est-à-dire que le président de la République, il a ses relations personnelles avec les ministres, son histoire, et c'est pas un collaborateur qui va décider qui y voit, qui y va pas. Cela dit, pour que la machine tourne, il faut essayer d'éviter que certains court-circuitent tout le temps, non seulement les conseillers de l'Élysée, mais le Premier ministre, pour aller directement plaider sa cause de manière partielle et partiale auprès du chef de l'État. Et donc, moi, j'avais perçu tout de suite, j'en ai même pas parlé avec le président, qu'un des enjeux que j'avais, surtout moi qui n'étais pas du Sérail, qui n'était pas un compagnon de route de longue date, c'était d'arriver à briser ça. Alors, je ne citerai pas les noms des ministres, mais il y a 2 ministres qui passaient leur temps à court-circuiter. On est entre étudiants, hein. Court-circuiter le Premier ministre, non. Et à chaque fois, ou à peu près, j'ai fait une note au président et la note me revenait avec ce que je souhaitais, laisser le Premier ministre décider. Juste un petit élément supplémentaire, parce qu'il y a quelque chose, je pense, qui a changé. Moi, je l'ai vécu, et on a vécu dans deux contextes un peu différents. On est passé du septennat au quinquennat. Quand on est passé du septennat au quinquennat, honnêtement, les Français n'en ont pas parlé, c'était quelque chose qui est passé comme une lettre à la poste, pour aller vulgairement. Et dans la réalité du fonctionnement de l'Élysée, moi je m'en suis vite aperçu, parce qu'on a vite mis ça sur le haut de Sarkozy, en y expliquant c'est l'hyper-présidence, etc. Peut-être, mais il y a surtout un élément, c'est que le calendrier maintenant, parlementaire, est le même que celui du président. Et vous vous apercevez qu'il y a une pression qui est beaucoup plus forte sur l'Élysée qui existait auparavant sur Matignon. Je vais vous prendre un exemple, et je le prends souvent, cet exemple-là, à l'endroit des journalistes, et ils comprennent vite. Je leur dis, mais il y a 6-7 ans, vos directs, vous les faisiez de Matignon, en grande partie, en grande majorité. Maintenant, les directs, pour commenter l'actualité, ils se font en direct de l'Élysée. Je suis bien passé pour le savoir. J'ai fait installer les fibres techniques pour permettre d'éviter d'avoir des cartes satellitaires dans toutes les rues aux alentours de l'Élysée pour pouvoir envoyer des images. Parce que j'avais une demande très forte de l'ensemble des chaînes de télévision qui faisaient plus que leur plateau en direct, parce que le lieu de décision, maintenant, il est vraiment déterminé, et c'est l'Élysée. Et c'est la conséquence, je pense, du passage au quinquennat, où le poste de Premier ministre a évolué. Il a été caricaturé, mais il a évolué, et on voit qu'il y a moins de décisions qui sont prises à son endroit, notamment politiques, et que tout remonte immédiatement au chef de l'État. Et ça, moi, je l'ai vraiment ressenti au fur et à mesure du temps. Même quand le chef de l'État, pour lequel je travaillais, prenait un peu de distance, on sentait que la pression remontait immédiatement à l'Élysée. Et je pense que le fait qu'il y avait 2 calendriers différents permettait sans doute d'éviter cette pression permanente sur, comme on dit, le château. Alors, Monsieur je pense Bianco, c'était... Oui. D'abord, pour dire que je partage tout à fait. Pardon. On va avoir le temps de revenir à plein de points que vous avez mentionnés. Je partage l'analyse complètement de Franck Louvrier. J'ajoutais quelque chose qui connaît mieux que moi, qui, moi, m'a énormément frappé depuis 7 à 10 ans, c'est l'incroyable accélération du temps médiatique.
avec en plus les chaînes de télé continues. Moi, il m'est arrivé de dire pendant la campagne de 2007 aux journalistes, pour vous, le long terme, c'est la fin de la journée. Madame Carragé, vous vouliez ajouter quelque chose aussi ? Oui, c'est juste ce qui a été dit sur le quinquennat, je partage dans une grande mesure. C'est-à-dire que pour le président, maintenant, avant, il était vraiment maître du temps. Là, maintenant, il est beaucoup moins. Il a quand même beaucoup moins de droit à l'erreur sur le choix du Premier ministre. En tout cas, il ne peut pas en changer très, très souvent. Enfin, à partir du deuxième, ça commence à faire bizarre dans un quinquennat, je suppose. Il ne peut pas en changer très, très souvent. Le temps médiatique, c'est accéléré. Sur la répartition des pouvoirs, moi, je pense que la personnalité des uns et des autres a un peu joué dans la perception qu'on a pu avoir d'une évolution. Mais je ne suis pas persuadée qu'il y ait une rupture avant-après sur le pouvoir du président de la République. Je crois que Nicolas Sarkozy avait bien envie de revendiquer beaucoup sa responsabilité politique parce qu'il se faisait cette idée-là du quinquennat et qu'il avait un rendez-vous avec les Français 5 ans plus tard. Mais je pense que dans le passé, avant le quinquennat, il y a des moments où les présidents veulent revendiquer des choses et il y en a d'autres où ils veulent moins les revendiquer. Il y a des moments où les conseillers, ça a été aussi le cas sous Nicolas Sarkozy, où au moins pendant un bout du quinquennat, des conseillers avaient même pour mission d'aller vendre la politique de Nicolas Sarkozy. Nous, ça ne nous serait pas venu à l'idée. Moi, j'ai des copains journalistes, des amis personnels, que je n'ai plus appelé pendant 5 ans, enfin, parce que j'étais tellement gênée de ne pas pouvoir leur dire quoi que ce soit. Moi, je parlais à des journalistes uniquement pour des briefings de presse, mais le reste du temps, je ne rappelais jamais un journaliste. Donc, il y a eu une pratique aussi qui est liée à la personnalité du président Sarkozy, bien sûr accélérée par le quinquennat, intensifiée par le quinquennat, mais je ne crois pas que ce soit juste le quinquennat, parce que la réalité du pouvoir du président de la République, elle n'a quand même pas beaucoup changé, il me semble. Alors, on a parlé, j'aimerais revenir là-dessus, de l'accélération du temps médiatique, et Monsieur Bianco ou Monsieur le ministre, parce que vous aviez aussi été ministre, vous avez fait l'expérience quand même de la première cohabitation politique totale, donc sous Mitterrand, et je pense que nous, enfin, on n'a pas eu forcément l'expérience de cela, mais les observateurs extérieurs à l'époque ont peut-être fait un petit peu l'expérience de cette impression de fragilité des institutions qui a pu exister à ce moment de transition. Si les médias avaient été aussi actifs qu'aujourd'hui à l'époque, peut-être aurait-il eu plus ce sens de la fragilité. Alors, quelle a été votre stratégie pour affirmer la parole présidentielle à l'époque de la cohabitation, quand finalement le Premier ministre prend une place un petit peu prépondérante dans la vie politique? Pensez-vous que la légitimité du pouvoir reste suffisante, la légitimité élyséenne? Alors, je crois qu'on pouvait s'interroger sur cette première cohabitation. Il y en a d'autres après, et je crois que tout le monde peut s'accorder à dire que ça a marché. Alors peut-être pas, c'était pas le meilleur système, il y avait peut-être de la paralysie, mais en tout cas, les institutions ont résisté. Cela dit, surtout la première, ça a été un match, pour pas dire un combat. Je crois, honnêtement, qu'on l'avait un peu mieux préparé que Jacques Chirac. Par exemple, on avait placé Elisabeth Guigou au secrétaire général de la coopération internationale, donc les affaires européennes, et c'était assez difficile à Jacques Chirac de nous demander de virer Elisabeth Guigou. Donc on avait un point d'appui. Et puis on avait réfléchi, le président le savait bien, à qu'est-ce qui était le cœur du pouvoir présidentiel. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que lorsqu'il est apparu que ce serait sans doute Jacques Chirac le Premier ministre, il y avait d'autres hypothèses, et lorsque le président l'a décidé, j'ai été chargé avec Édouard Balladur de voir la composition du gouvernement. Et au nom du président Mitterrand, j'ai revendiqué la défense, les affaires étrangères et l'intérieur. Il n'y avait aucune base juridique d'aucune sorte pour revendiquer l'intérieur. Et évidemment, je n'y suis pas arrivé. Et on a eu des discussions de marchands de tapis, coups de poker. Moi, j'ai gardé d'excellents souvenirs de mes relations avec Balladur. C'était assez drôle, surtout sur le ministre des Affaires étrangères, où après avoir chacun rejeté 6 noms, je ne sais plus lequel de nous est arrivé à un nom que l'autre, précisément, avait envie, en l'occurrence Jean-Bernard Raymond. Mais après, ça a été une bataille de com. Moi, j'étais au cœur de la com.
Même d'ailleurs en dehors de cette période de cohabitation. Et avec Michel Gendreau-Massalou, qui était mon adjointe, on avait en face un type prodigieusement doué, qui était très drôle, qui était le collaborateur de Jacques Chirac et qui racontait de merveilleuses histoires. On a choisi une contre-communication en disant nous, on vous donne des faits vérifiables. Et on a gagné cette bataille de communication. Et puis sur le pouvoir, en tout cas partiellement, sur le pouvoir, on est arrivé très vite au cœur du sujet. Qu'est-ce qui se passe dans les sommets internationaux ? Est-ce qu'on y va à 2 ou est-ce qu'on y va à 3 avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'économie ? Et qu'est-ce qui parle ? Dans la logique des sommets internationaux, Jacques Chirac, avec son talent et son énergie, a essayé, mais enfin, c'est quand même le président de la République qui parle. Donc, s'il accompagnait le président des sommets internationaux, même avec un comportement correct du président, il était minoré. Et puis, il avait, avec André Giraud, homme particulièrement estimable, cette grande idée, je le dis avec un peu d'ironie, d'aller dans le système de la guerre des étoiles cher à Ronald Reagan. Bon, je ne dirai pas ce que j'en pense sur le plan stratégique. Les Américains essayent de nous refourguer ça régulièrement. Je considère que c'était une erreur à l'époque, c'est encore une aujourd'hui. Mais enfin, il s'agissait de savoir qui décidait. François Mitterrand était contre. Et évidemment, dans la logique de la Ve République, c'est François Mitterrand qui allait gagner. Donc, après, les relations d'ailleurs se sont plutôt bien passées. Je crois que les deux hommes avaient et ont gardé de l'estime profonde. Le président m'a fait plusieurs fois des compliments sur Jacques Chirac, même dans les périodes de tension. Et entre les hommes, on avait de bonnes relations. Moi, avec Maurice Ulrich, qui était son directeur de cabinet, on débriefait les entretiens des deux pour vérifier qu'on avait bien compris la même chose et le mettre en marche. Donc, à la fois, il y avait ce combat pour savoir qui avait le pouvoir et il y avait une bonne volonté dans l'intérêt du pays. Rapidement, vous nous présentez donc effectivement une situation qui a été assez favorable à l'Élysée de François Mitterrand, même si effectivement ça a été un moment difficile. Au moment, pour le coup, en 81, et puis quand vous êtes devenu secrétaire général en 82, peut-être que cette confiance était moins grande. Est-ce que cette idée précise de ce qu'était la fonction de président de la République était aussi bien formée? Par rapport à quoi? C'est la première alternance. Jusqu'à présent, le président et l'Élysée, c'est un président et un Élysée de droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que l'administration, entièrement jusqu'à présent aux ordres, sous la direction du gouvernement, de divers gouvernements de droite, vous pensez qu'elles allaient obéir? D'abord, le président Mitterrand avait depuis longtemps eu l'idée de que peut-être un jour, il le voulait, il arriverait à être président de la République, il s'y a pris à 3 fois. Donc lui n'avait aucune espèce d'hésitation. Il a d'ailleurs critiqué dans un pamphlet d'une rare violence le système de la Ve République du coup d'État permanent du général de Gaulle, et il s'en est fort bien accommodé avec une pointe d'humour. Il disait les institutions étaient mauvaises avant moi, elles seront mauvaises après moi. Bon. Donc il s'est parfaitement coulé dans ce moule, et il le savait. Et quand on regarde son histoire, on voit que certaines positions qu'il a prises dans l'opposition tenaient compte du fait qu'il se mettait à la place de peut-être demain devoir gérer le pays. Donc pour lui, pas de problème. Par contre, monumentale inexpérience des ministres. À part Gaston Defferre et François Mitterrand, personne n'avait jamais été ministre. Donc il a fallu qu'ils apprennent le métier difficilement, parce qu'il fallait l'apprendre et qu'il y avait beaucoup de changements, des problèmes de dévaluation, des problèmes de confiance. Et l'administration, moi je tiens à le dire, française en général, et dans ce cas en particulier, elle est fondamentalement loyale, quelles que soient les alternances. Si un directeur a un état d'âme, il dit « je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec vous, je m'en vais ». L'administration est fondamentalement loyale. Donc il n'y a pas eu de problème là-dessus. Il y a eu un problème pour apprendre à se connaître de gens qui n'étaient pas ministres, qui avaient une vision très politique, dans le bon sens du terme, et des hauts fonctionnaires qui disaient leur point de vue technique. Mais, remarque négative sur la haute fonction publique, que je respecte beaucoup, ils ont tendance, et ça François Mitterrand détestait ça, et moi j'aime pas ça non plus, dans mes fonctions de ministre ou même comme député, ils ont leur vérité. C'est spécialement vrai, pardonnez-moi de citer, du corps des ponts et chaussées et globalement de Bercy. Bercy a même une tactique que vous connaissez bien, qui consiste à avoir une management en termes de DRH remarquable pour savoir qui on va placer, qui on va fourguer au prochain ministre des Finances en fonction de sa couleur politique et de ses affinités personnelles. Et le corps des ponts et chaussées, qui a travaillé auprès de moi, avait sa propre doctrine. Je prends un exemple. Les autoroutes. Je ne sais pas quel ingénieur extraordinaire avait décidé qu'il fallait une sortie tous les 16 km. Très bien. Je n'ai jamais compris pourquoi. Arrive dans mon bureau, en grande délégation, l'ensemble des élus de la région Auvergne, emmenés par le président Giscard d'Estaing, de la gauche à la droite, y compris le PC, qui me demande un échangeur, je ne sais pas où. Le directeur des routes m'explique, monsieur le ministre, c'est pas possible. Je dis, le ministre, c'est moi, Giscard d'Estaing, les élus demandent, donc vous ferez l'échangeur là où ils le veulent. Alors, oui. Juste,
ça me rappelle ce qui avait été dit tout à l'heure sur le changement de pouvoir. Je me rappelle une anecdote qui n'est pas la mienne, mais c'est quelque chose que m'a raconté mon mari, se trouve qu'il a été dans un cabinet de gauche en 82 et il s'occupait au ministère de l'Intérieur. Et cette anecdote révèle à la fois le fait que quand il y a un changement de gouvernement, on a tendance à un peu nettoyer les armoires, et en même temps que l'administration et la police, en l'occurrence, étaient d'une loyauté parfaite. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans des bureaux absolument vides de tout. Tout avait été vraiment nettoyé sur place. Moi, avec un stylo et une feuille de papier, donc ils étaient un peu perplexes les premières heures. Et puis ils ont rencontré des responsables policiers de la police sont venus rencontrer les membres du cabinet. Et il y en a l'un d'entre eux a dit à mon mari: vous savez, monsieur Thiriet, la police, c'est ni de droite ni de gauche, c'est de haut en bas. Voilà, donc pour les mettre à l'aise tout de suite. Non, mais c'est une anecdote et en même temps, c'est profondément vrai. On a une administration en France qui est loyale, qui veille parfois très bien à défendre ses propres intérêts de boutique, mais qui est loyale. Alors, loyauté peut-être de l'administration, loyauté également de vous envers les présidents. Mais cette loyauté, elle n'est pas distincte d'une réelle proximité que vous pouvez avoir avec le président. Monsieur Louvier, vous étiez très proche de Nicolas Sarkozy. Vous êtes d'ailleurs parmi les plus proches, vous avez été parmi ses plus proches collaborateurs. Alors, quand on est ainsi conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, quel est le degré d'intimité qu'on peut avoir avec lui? Est-ce qu'on le voit en pyjama, en pantoufles? Est-ce qu'on va le réveiller pour une affaire urgente? Vous saviez. Comment ça se passe? Bien. Oui, je vais répondre oui. C'est-à-dire que vous y consacrez, et au détriment parfois un petit peu de votre famille, votre vie. C'est clair, mais vous le faites pour votre pays, vous le faites parce que ça vous passionne. Et moi, j'ai toujours pensé à mon épouse dans ces moments-là, parce que moi, je vivais des moments passionnants. Elle vivait plutôt les conséquences de ces moments passionnants qui n'étaient pas toujours agréables, parce que je n'étais pas à la maison, je ne voyais pas ma fille, etc. Et donc, c'est surtout ça qui est difficile. Alors, oui, là, vous vivez au quotidien, matin, midi et soir. Surtout que moi, j'ai vécu les moments où on était trois et les moments où on était à la tête de l'État. C'est-à-dire que toutes les situations, les gens au moment où ils ne vous regardent plus parce que vous avez plus le regard de la victoire, mais plutôt celui de la défaite. Vous vivez des moments où les gens hésitent à vous serrer la main en public parce que, quand même, ça n'a pas été une réussite ce que vous avez fait. Et bien avant, je dirais même l'Élysée. Donc, j'ai vécu tous les moments. Bon. Vous avez l'air d'avoir pris ça comme un sacrifice en parlant. Là. Non, c'est pas un sacrifice, c'est une passion. Parce que, alors dans la passion, il y a des sacrifices, mais c'est normal. Je veux dire, ça fait partie des choses. Mais vous voyez bien la nature humaine. C'est très intéressant. Je pense que l'Élysée et le pouvoir politique est un accélérateur de particules de la nature humaine. Vous voyez très très bien. C'est une lentille assez déformante, parfois dérisoire, hein, mais de la vie et des hommes dans sa globalité. C'est-à-dire que vous êtes parfois très déçus, et puis parfois vous trouvez des gens formidables. On parlait du ministère de l'Intérieur. Moi, j'ai trouvé que le personnel du ministère de l'Intérieur, ce sont des gens dévoués qui travaillent matin, midi et soir dans des contextes très difficiles. Et franchement, quand on y est retourné, parce qu'on est retourné une deuxième fois, on s'y attendait pas du tout. Au départ, hein, quand on est parti, on avait un peu la larme à l'œil, parce que moi j'avais beaucoup aimé le ministère de l'Intérieur, parce que c'est un ministère très familial, les gens sont proches de vous, vous avez tous les malheurs de la terre qui arrivent sur votre bureau, et quand vous le quittez un petit peu avec un pincement au cœur. Et quand on y est retourné, c'était un vrai bonheur, quand on avait l'impression de revenir dans une famille qu'on avait quitté quelques années. Et donc, vous voyez tout, et puis parfois aussi toutes les horreurs. J'ai souvenir qu'au ministère de l'Intérieur, tous les matins, vous avez la note de la DGPN, Direction Générale de la Police Nationale, qui vous donne toutes les horreurs de la nuit. Alors je peux vous dire, ça vous met le moral à zéro dès le matin. Donc je vous disais ça vers 6h30, 7h, et vous vous dites c'est pas possible.
Alors, vous savez ce qui s'est passé, telle horreur à tel endroit, en tel coin de France, telle horreur à tel endroit, dans tel autre coin de France. Et vous dites que derrière tout ça, il y a eu des gens qui sont venus, qui sont intervenus, qui ont parfois sacrifié ou failli sacrifier leur vie, etc. Donc, il y a aussi ça. C'est ça aussi la politique. Ça vous donne accès à ça. Ça ne vous donne pas uniquement accès aux choses qui sont parfois un petit peu fades à l'extérieur. Ça vous donne accès aussi à la vérité humaine. Et ça, c'est vraiment une belle expérience. Monsieur Bianco, vous Oui, partagez ce sentiment? Tout à fait. Dans le même ordre d'idée, alors c'est pas l'Élysée, mais comme député, vous recevez des gens à votre permanence. Il y a des jours où vous prenez sur vous toute la misère du monde, des drames effrayants auxquels vous pouvez rien. Donc vous faites conseiller juridique, assistante sociale, psychologue, conseiller conjugal. Alors il y a aussi, comme le disait Franck, des jours merveilleux. Vous avez des gens courageux, innovants, puis des jours difficiles. Il y a certains jours où je disais à ma directrice de cabinet, est-ce que tu pourrais me prendre 1 ou 2 rendez-vous optimistes dans la journée, parce que moi je suis épuisé psychiquement, nerveusement, d'avoir pris tout ça. Mais je voulais revenir sur l'histoire du pyjama, parce qu'une des tâches difficiles du secrétaire général de l'Élysée, ça peut vous faire rire, c'est je réveille ou je réveille pas le président. Il se passe un drame pendant la nuit, vous avez tous connu ça, ou le conseiller qui est de permanence. Je réveille ou je réveille pas le président. Donc c'est là on a quand même intérêt, pour ménager son temps, à pas se tromper. Et puis dernier point, dans la relation personnelle de confiance, je ne sais pas pour Jacques Chirac et pour Nicolas Sarkozy, mais il y avait indiscutablement autour de François Mitterrand un phénomène de cour considérable, dont il était totalement conscient et dont il jouait. Mais ça existait. Ce qui fait qu'il y avait très peu d'hommes et de femmes qui osaient de temps en temps lui dire non ou s'affronter. À vrai dire 4 ou 5. Mais c'était des épisodes souvent extrêmement violents. Il n'y en a pas eu beaucoup. Moi, j'en ai eu un sur la politique africaine, avant le discours de La Baule, où le président avait dit « Votre discours, ça ne va pas ». Et tout le monde était parti en pensant que les choses allaient mal se passer. J'ai hésité, j'ai frappé la porte et je lui dis « Vos ministres et le Premier ministre ont raison et vous avez tort ». Enfin, qu'un peu plus de ménagement. Donc le ton est un peu monté, mais il a fait quand même le discours de La Baule. Mais je ne l'ai pas fait 36 fois dans mes fonctions de secrétaire général de l'Élysée. C'est un très beau discours, 1988. Et j'ai souvenir de ce discours-là parce que j'y étais, comme simple étudiant. Et ça m'avait intéressé. J'avais eu la possibilité d'y accéder. Et ça avait été un moment très fort. C'était à l'époque où on avait expliqué qu'il fallait... On était prêt à les aider, mais il fallait un peu de démocratie. Hein. Voilà. En gros, c'était ça le résumé. Je vous le fais en quelques lignes. Mais c'était formidable. C'était sans doute un des plus beaux discours de la politique internationale. Et pour revenir sur ce que disait M. Bianco sur les phénomènes de cour, je crois que à ce niveau-là de l'État, ce niveau-là de l'État sécrète nécessairement des phénomènes de cour. Je crois que Jacques Chirac, de ce point de vue-là, était une exception. Je crois que par rapport à tous les autres présidents, alors j'ai pas d'expérience avec le général de Gaulle, mais je pense que Jacques Chirac était une exception. Il décourageait absolument des phénomènes de ce type. J'avais entendu dire qu'avec François Mitterrand, quand il y avait des déplacements, les gens ne savaient pas s'ils allaient ou non accompagner le président, et donc tout le monde était là en attente de savoir. Avec Chirac, c'était simple, c'est-à-dire que le conseiller compétent, c'était décidé avant, et c'était des critères objectifs qui guidaient les choix, et Jacques Chirac ne s'amusait pas du tout. Enfin, ça lui procurait pas un plaisir particulier de voir des gens soit s'étriper, soit jouer des coudes, hein, et pour bénéficier de faveurs présidentielles. Ça l'amusait pas du tout et ça simplifiait vraiment nos rapports. Alors, moi, c'est vrai que j'ai jamais été très timide avec lui et ça passait très bien. Je dis pas que tous les conseillers faisaient ce que je faisais, mais c'est vrai que je crois qu'il respectait mon travail et donc je me sentais libre c'est très simple avec lui. Quand on voulait l'informer d'un sujet ou de la nécessité d'un arbitrage qui nécessitait son intervention, je faisais une note aussi très courte, et puis avec des options. Je recevais la note le lendemain, dans le pire des cas, ce qui est quand même une perf, avec écrit au feutre rouge, voilà, d'accord, pas d'accord, et puis ce qu'il avait fait. J'en ai parlé au Premier ministre, j'ai réglé ça, voilà. Bon, il arrivait de temps en temps qu'il soit pas d'accord avec ce que je proposais.
c'était pas le plus souvent, mais c'est arrivé des fois. Mais à chaque fois, moi, je me sentais libre de l'appeler et de retenter ma chance une fois, même 2 fois. Et parfois, ça a marché parce que ma première note, elle était peut-être pas assez argumentée ou j'avais pas été assez bonne la première fois. Mais c'est vrai que ça, c'était vraiment un bonheur pour un conseiller de travailler avec Jacques Chirac de ce point de vue-là, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un président ou un ministre, d'ailleurs, à qui vous envoyez une note pour décision, et puis qui s'abstient surtout de vous répondre, ou qui vous répond vachement tard, ou avec une réponse floue. Président Chirac, qui vous disait exactement ce qu'il avait fait, ou s'il souhaitait que vous fassiez quelque chose. Justement, M. Bianco, vous avez une petite anecdote à propos de M. Chirac, puis après on va passer sur un thème un peu particulier. Sur les notes, la pratique de François Mitterrand était différente. Parfois, il répondait précisément. Parfois, il mettait ce truc extraordinaire, vu. Et donc, l'ensemble de l'Élysée était plongé dans des profondes considérations sur qu'est-ce que ça veut dire vu. Moi, j'ai acquis la réputation d'être un bon décrypteur du vu présidentiel. Ça peut vouloir dire « je m'en moque »,« faites comme vous voulez »,« feu orange clignotant », etc., etc. Et sur Jacques Chirac, par rapport à son humanité, j'ai des anecdotes de la cohabitation. Les ministres de gauche, généralement, adoraient Jacques Chirac à cause de sa gentillesse. Moscovici, qui est un grand imitateur de Jacques Chirac, faisait rire le président Chirac au cours de dîners officiels. Et un jour où l'un des ministres avait oublié, je ne sais pas quoi, un chandail, un gilet, quelque chose, Jacques Chirac leur a passé. Je voulais rendre ce témoignage parce qu'ils étaient très heureux sur le plan humain des rapports avec le Premier ministre de l'époque. Sur les notes, c'était très simple. Nous, il y avait 3 catégories de réponses. Oui, non, m'en parler. Alors, le oui, on était très contents. Le non, on essayait une autre tentative par le secrétaire général ou par un autre collaborateur. Parce que moi, j'avais l'avantage, je faisais tous les déplacements en France et étrangers. J'étais toujours avec le président. J'étais le seul, en fin de compte, à être vraiment tout le temps avec le président. Même les chefs de cabinet, ou l'adjoint, ou le chef de cabinet, moi, je faisais tout. C'était assez fatigant, mais ça permettait d'être sans arrêt avec lui et de pouvoir trancher des choses, des points qu'on avait à trancher. Et donc, c'était oui, non, m'en parler. Et donc, on profitait à ce moment-là de l'occasion d'un petit moment pour dire, dis donc, sur la note ou sur tel point. Bon. Et il y a quelque chose qui est assez particulier. Vous regarderez sur les photos de Nicolas Sarkozy dans son bureau à l'Élysée, les quelques photos qui existent, il n'y a jamais une note. Il n'y a jamais un papier. Il était comme ça quand il était à la mairie de Neuilly, il était comme ça quand il était au ministère de l'Intérieur. Dès qu'il y avait une note, il la lisait. Il lisait toutes les notes, il mettait son appréciation et repartait. Immédiatement. Donc c'est assez extraordinaire. Il n'en gardait jamais une seule. Et quand on arrivait dans son bureau, il n'y avait jamais une seule note sur son bureau, parce qu'immédiatement, il voulait régler le problème le soir même, et le lendemain matin, commencer avec un bureau vide. Alors, on n'aura pas forcément le temps de parler des différentes façons dont vous avez quitté vos fonctions. Pour la plupart d'entre vous, avec un passage par le mandat, par en tout cas l'élection. Un thème récurrent de l'année, de cette saison des Mardis de l'ESSEC, donc je vais passer à un autre sujet pour avoir votre avis, c'est celui de la finance qui a animé beaucoup ces dernières années depuis le début de la crise, dont on parle un petit peu moins finalement. Et donc justement sur le thème de cette transition, il y a beaucoup en France, aux États-Unis, en Europe et à différents niveaux, des relations qui ont été qualifiées d'incestueuses entre certaines grandes banques. En France, je pense qu'on peut penser à Lazare et à Rothschild, ailleurs à Goldman Sachs par exemple. Entre ces banques-là et l'exécutif centralisé. Aux États-Unis, on parle de revolving door. Vous avez fait des choix différents. Aujourd'hui, au cabinet de l'Élysée, il y a quelqu'un qui vient d'une de ces banques, Macron, Monsieur Emmanuel Macron. Quelle est pour vous, quelle était l'évolution de ce type de relation-là avec le monde de la finance, et comment vous voyez l'impact de ce milieu-là sur le milieu très politique que vous avez décrit? J'étais pas conseiller économique du président, et le président n'était pas fan. Le président Chirac avait des relations avec les banquiers qui étaient pas bonnes, quoi.
parfois, comment dire, il considérait tellement que mais ça, j'avais mal réglé mon truc, pardon. Il avait même des opinions toutes faites, et même parfois un peu trop toutes faites, vite faites, sur le monde de la finance, et donc le monde de la finance l'approchait pas. Voilà, ne l'approchait pas, lui. Alors évidemment, les conseillers, oui, mais c'était, du temps de Jacques Chirac, c'était plutôt via Bercy que si porosité il y avait, porosité au sens, pas nécessairement péjoratif, mais des contacts, c'était plutôt Bercy, et à l'Élysée assez peu, et jusqu'à Jacques Chirac, non. Non. Monsieur Louvier, vous voulez poursuivre ? Moi, plusieurs choses. D'abord, j'aime pas trop le terme porosité. Je pense que c'est très bien et c'est très sain que des gens qui travaillent à l'Élysée connaissent le monde de la finance, comme ils connaissent d'autres univers professionnels. On ne va pas créer un mur de Berlin entre la société civile, comme on dit, et puis le monde politique. Je trouve ça épouvantable. D'abord, je pars du principe que il faut qu'on se comprenne, et pour qu'on se comprenne, il faut qu'à un moment ou à un autre, on ait des expériences communes. Bon. Moi, pour parler avant l'Élysée, parce qu'à l'Élysée, malheureusement ou heureusement, mais les banquiers, on en a vu beaucoup, parce qu'on a subi 3 crises financières terribles, pas une seule, 3. Et donc il a fallu, ils avaient besoin de nous et nous on avait besoin d'eux. C'était win-win, hein. C'était pas uniquement un rapport de force unilatéral, c'était totalement bilatéral. Quand on est arrivé à Bercy, j'ai souvenir, moi c'est sans doute un des moments politiques qui me marquera le plus, c'est d'être allé voir à l'époque un commissaire européen qui est devenu plus tard Monsieur Monti, qui est devenu plus tard à la tête de l'État italien, qui était à l'époque commissaire européen en charge de la concurrence. Et on arrive dans cette salle et on venait avec le dossier Alstom. Le dossier Alstom, l'entreprise était perdue. Aujourd'hui, c'est un des plus hauts fleurons de l'économie française. L'entreprise était perdue pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y avait eu des difficultés financières. Et on arrive dans cette salle, j'ai toujours souvenir une salle où il y avait, on se met d'un côté, il y avait à l'époque le secrétaire général de l'Élysée, le directeur de cabinet du ministre de l'économie, il y avait bien sûr le ministre de l'économie, etc. On était quelques-uns. Et en face, on avait donc Mario Monti, qui était le commissaire, et puis toute une équipe qui était sous pression et qui nous dit en gros, voilà, maintenant il faut punir l'entreprise. Alors, me punir l'entreprise, c'est quelque chose qui ne va pas plaire à des Essec, ça, punir l'entreprise. Non, mais c'était ça, il faut punir l'entreprise. Parce qu'il y avait eu les règles de la concurrence qui n'avaient pas été respectées. Alors, en gros, on nous expliquait, c'était assez simple, qu'il fallait qu'on se sépare de la partie qui était très productive de l'entreprise, c'est-à-dire les turbines que fabriquait Alstom. Accessoirement, il y en avait un seul qui voulait vraiment les récupérer, c'était Siemens, nos concurrents. Et puis nous, il ne nous restait plus que le reste, et c'était compliqué parce que, bien évidemment, c'était beaucoup moins productif. Alors à ce moment-là, vous voyez l'homme politique qui réagit. Vous avez pu... là, c'est plus un rapport de fonctionnaire à fonctionnaire, c'est plus un rapport de directeur de cabinet à commissaire, c'est l'homme politique. Et là, Nicolas Sarkozy dit très simple, Monsieur Monti, vous allez venir avec moi, on va reprendre l'avion en partant, et on va aller annoncer ça à toutes les usines dans l'Est de la France. Et à ce moment-là, on a vu que le ton avait changé. Mais vous voyez, c'est ça. Les rapports de force, ça se passe comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé à raconter ça, on est parti là-dessus. On était sur la finance. Mais c'est intéressant. Et donc, à ce moment-là, on était bien contents. On était bien contents de trouver des banques qui nous ont aidés pour aider justement à remettre sur rail, pour parler avec une image, Alstom, et qui maintenant, honnêtement, j'ai vu encore qu'hier, ils ont signé un très beau contrat en Afrique du Sud. Donc, si vous voulez, ça fait partie des choses. Je pense qu'il n'y a pas deux mondes. On travaille ensemble, on en a besoin. Ils ont besoin de nous. Quand il y a des crises, on est obligé de les voir pour voir comment est-ce qu'on fait. Vous voyez, j'aime pas trop le terme parce que, méfiez-vous, vous êtes jeune,
vous êtes ambitieux, vous voulez vouloir faire plein de choses, et ne parlez pas du monde de la finance. C'est très péjoratif. Il n'y a pas le monde de la finance. Il y a des banquiers, ils sont obligés de travailler avec l'État. L'État a besoin des banquiers. Et c'est ça la réalité de la vie professionnelle. Il n'y a pas des mondes qui s'opposent, qui se détestent, qui se regardent en chien de faïence. C'est fini, ça. Ça, c'est un monde qui n'existe plus. Alors, je vais finir par vous, Monsieur Bianco, avant de passer aux questions du public. Et quelque chose qui m'a marqué quand j'ai lu un petit peu, je me suis renseignée sur vous, c'est que vous avez dit être contre les bonus, les stocks options, les retraites chapeau, par exemple. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la présidence actuelle et en particulier la politique actuelle qui est menée, en particulier le fait que Emmanuel Macron, par exemple, ait été un ancien de chez Rothschild? Il y a quand même une petite... Il n'y a pas de honte à être un ancien de chez Rothschild, pas plus qu'il y a de honte à être énarque, si je puis dire. Non, mais je partage ce qu'a dit... ce qui a été dit à l'instant par Franck, c'est des lobbies, si vous voulez, dans le sens où on a parlé de lobby. C'est des acteurs, on négocie, on discute, mais c'est la vie économique et politique normale. Simplement, chez les banquiers, peut-être un peu plus que chez des dirigeants d'entreprise, moi j'ai constaté qu'il y avait une tendance générale à se plaindre, à dire que ça n'allait pas, je crois, quelles que soient les orientations politiques du gouvernement. Alors certains essayent de dire, bon, ce que vous voulez faire me paraît pas très malin ou très intelligent, mais je vais essayer d'aller dans votre sens. D'autres campent sur une position différente, mais ça, c'est le rapport avec tous les groupes. Donc, les relations me semblent pas fondamentalement différentes aujourd'hui, avec des changements à la tête du patronat, ce qui fait qu'il y a un changement de style et un changement de posture et bataille interne, mais qui est un grand classique, me semble-t-il, même lorsque la droite est au pouvoir, du côté du patronat. Est-ce qu'on joue plutôt partenaire? Est-ce qu'on joue plutôt opposition? Tantôt partenaire, tantôt opposition. Un mot, si vous permettez, parce que l'histoire de la politique de la concurrence de Franck Louvrier m'a frappé. Mario Monti était commissaire à la concurrence au moment où une amie commune m'a dit « Je ne comprends pas bien pourquoi vous, les socialistes, vous détestez à ce point la concurrence, puisque c'est plutôt l'égalité de chance entre... » Bon, très bien. Donc, tu devrais voir Mario Monti. Donc, j'ai eu 2 heures de discussion avec Mario Monti, extrêmement intéressante. C'était encore comme une époque où la Commission, ça a bougé avec lui d'ailleurs et un peu avant lui, avait tendance à punir plutôt les entreprises européennes qu'à regarder les concurrents extra-européens. Très bien, et puis je le retrouve quelques années plus tard, président du Conseil. Et il me dit, Monsieur Bianco, je me rappelle très bien notre discussion, vous m'avez fait réfléchir, mais vous ne m'avez pas convaincu. Je dis, Monsieur le Premier ministre, je me rappelle très bien notre discussion, je peux vous dire la même chose, vous m'avez fait réfléchir, mais vous ne m'avez pas entièrement convaincu. Dernier point sur les énarques quand même, j'y pensais tout à l'heure avec Macron. François Mitterrand n'est un peu comme Jacques Chirac, je crois, n'aimait pas tellement les banquiers. Il aimait bien les entrepreneurs, les grands patrons comme les petits patrons. Les banquiers, c'était pas trop sa tasse de thé. Mais il n'aimait pas non plus les énarques. Et donc, il y avait un petit jeu entre lui et moi, quand je lui présentais une candidature, je lui disais... Pour tel poste qu'il faut remplacer, j'ai un excellent candidat ou une excellente candidate, mais je ne vous en parle pas, c'est un énarque ou c'est une énarque. Puis parfois, il regardait quand même. Et puis, un jour, j'ai recruté quelqu'un qui est devenu mon adjointe pendant peu de temps, parce qu'après, je suis rentré au gouvernement, c'était Anne Lauvergeon. Et j'ai dit au président, j'ai quelqu'un de très bien, parce qu'elle est corps des mines et pas énarque, mais elle vient quand même de chez Lazare. Merci beaucoup à tous les trois. On va passer aux questions du public. Comme on a assez peu de temps, je vais vous demander d'adresser vos questions à l'un de nos 3 invités à chaque fois pour qu'on puisse avoir le temps de les entendre tous les 3. Et n'oubliez pas de vous présenter avant chaque question, c'est important. Merci. Bonjour, Clément, étudiant à l'ESSEC. Je suis vraiment désolé, la question est pour les 3. Monsieur Bianco, vous avez dénoncé tout à l'heure l'incapacité des médias à se projeter sur le temps long. Madame Carragé, vous avez été au service d'un président qui a été très décrié durant son mandat, adoré ensuite. Et Monsieur Louvrier, vous devez sûrement vous pincer quand vous voyez les erreurs de communication que fait le gouvernement actuellement. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que les Français sont aujourd'hui dirigés par un président excellent à son poste, qui ne s'en rend pas compte et qu'on le verra bien en 2017 ? Je commence. Ça s'impose. D'abord, sur les couacs gouvernementaux, les erreurs de communication, mon impression globale est que ça a toujours existé. Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui qu'hier? J'en suis pas totalement convaincu. En plus, il y a des oppositions structurelles. On a parlé à propos des ministres. C'est fonctionnellement nécessaire que le ministre de la Justice soit assez souvent en désaccord avec le ministre de la Police. C'est quelque chose... Alors, ils peuvent s'entendre plus ou moins bien, ils trouvent plus ou moins des compromis. Donc, il ne faut pas charger la communication. Je crois que sur ce quinquennat, comme dans les autres cas, les gens jugeront sur les résultats. Où les résultats seront là, notamment en termes de chômage et de pouvoir d'achat, ou ils ne seront pas là.
Et où François Hollande sera en très mauvaise posture, ou il sera en bonne posture. Ce n'est pas une question de communication, c'est une question de résultat. Même réponse. Je pense que ce qui est quand même très important, pour la suite, c'est la nature des débats qu'il y a eu pendant une campagne présidentielle et ce à quoi les Français ont adhéré ou pas. Quelle a été la part de non-dit dans la campagne présidentielle. Et là, c'est vrai qu'on a eu une campagne, comme il y en a eu d'autres dans le passé, où le débat s'est beaucoup focalisé sur des questions, comment dire, pas essentielles, pas l'ampleur des défis qui sont adressés au pays actuellement n'a pas été au cœur, je trouve, de la campagne présidentielle. On a parlé beaucoup de la personnalité des uns et des autres, de savoir s'il fallait être normal, exceptionnel et toutes ces sortes de choses. Mais il me semble que les Français n'ont pas donné François Hollande n'a pas cherché à recueillir des Français un mandat clair sur ce qu'il fallait faire. Et ça impacte, je trouve que ça impacte beaucoup la suite, compte tenu de la situation du pays. Sinon, pour les couacs, c'est évidemment quand la gauche n'était pas au pouvoir depuis très longtemps, il y a des personnes qui sont inexpérimentées qui arrivent. Et c'est vrai que si la ligne n'est pas absolument claire et les ordres ne sont pas absolument clairs, ça se voit vite, quoi. Merci. Je trouve ça toujours assez méprisable c'est minable même de porter un jugement sur le métier que j'ai exercé pendant 5 ans à ceux qui l'exercent aujourd'hui. Je vous le dis honnêtement, en plus, je pense qu'il y a toujours une période de latence. C'est vrai que vous me direz, ça fait plus d'1 an maintenant, près d'1 an et demi, donc on peut se permettre peut-être un jugement. Moi, le seul jugement que je pense, pour l'instant, c'est que ils ne sont pas passés de la communication de conquête de pouvoir à la communication d'exercice de pouvoir. Je pense que là, il y a une vraie mutation dans le gouvernement, chez le président de la République, parce que on ne peut pas avancer toujours en train de regarder dans le rétroviseur. C'est pas possible. Il faut se projeter. Il y a des temps courts, il y a des temps longs. Et il faut maîtriser ça. Et je pense que là, il est temps de passer de l'idée de conquête, qui était une chose. Le changement, c'est maintenant. Ça, c'était la conquête. Et après, vous arrivez au pouvoir. C'est plus la même chose. Et on attend autre chose. Et donc, je pense que ce changement-là, il faut qu'il ait lieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore perçu cette situation qui est différente. Voilà, c'est mon sentiment sur la situation d'aujourd'hui. Merci, Monsieur Louvier. Le temps court, donc on va encore prendre... cool aussi. Donc on va encore prendre une question, s'il y en a une, au fond. Oui, bonjour. Bohémond Pesquier, étudiant à l'ESSEC. Donc c'est une question pour Franck Louvrier. Oui, donc quel bilan tirez-vous du storytelling 1 an et demi après avoir fini avec l'Élysée ? Du storytelling de qui, de quoi ? De ce que j'ai vécu moi ou de ce qui se passe aujourd'hui ? Moi, j'avais entendu dire qu'en fait, Nicolas Sarkozy avait vraiment mis en place une communication axée sur l'histoire, comment raconter une histoire. D'accord. Non, mais vous avez entendu dire, ça c'est sûr, mais bon, moi je ne l'ai pas vécu. Non, honnêtement, le fonctionnement ne se fait pas comme ça. Si c'était aussi simple, ça saurait déjà. C'est pas en racontant des histoires que vous arrivez au pouvoir ou que vous exercez le pouvoir. C'est pas comme ça du tout. Je sais qu'il y en a certains qui ont essayé de promouvoir ces idées-là. C'est pas du tout le cas. Moi, mon sentiment, c'est que je pense que je crois que c'était Bill Clinton qui avait dit, en quittant le pouvoir, il avait dit j'ai perdu le pouvoir, mais je connais quelqu'un qui l'a énormément aimé, c'est moi. C'est sans doute celui qui l'a le plus aimé. Donc, si vous voulez, je pense que quand vous êtes chef de l'État, il faut montrer, et vous êtes passionné. Et c'est un échange. Et donc, vous montrez cet échange. C'est normal. C'est une relation directe avec les Français. C'est quand même une des responsabilités les plus étonnantes. C'était celle où les Français se déplacent un dimanche matin, même 2 dimanches matins, pour mettre votre nom dans une urne et pour vous mettre à la tête du pays.
C'est pas rien, hein. On est en suffrage universel direct. Ça a été une modification qui est lourde aussi de sens. Et donc, je pense que ce rapport-là avec les Français, il est d'autant plus amplifié maintenant avec la surmédiatisation. Donc c'est pas plus le storytelling des uns ou je sais pas l'attitude des autres, c'est pas ça l'histoire. La réalité, c'est que vous vivez en permanence avec le responsable qui est à la tête du pays. Et ça, personne ne pourra faire marche arrière là-dessus. C'est une réalité. C'est une réalité quotidienne. Parce que maintenant, vous devez savoir, je ne vois pas pourquoi vous ne seriez pas plus au courant de ce que fait le chef de l'État que ce que fait X ou Y personne dans le système de fonctionnement du quotidien. Donc c'est une vie commune. Et c'est une réalité, ça. C'est un fonctionnement sur lequel on ne reviendra pas. Donc, et ça, c'est sans doute dû aussi, comme on le disait tout à l'heure, à la surmédiatisation qui est permanente. En plus, il y a une telle concurrence entre les médias aujourd'hui, c'est que chacun va avoir un petit bout supplémentaire de l'autre. Comme ils sont très nombreux, vous imaginez que la porte du domicile s'ouvre et même derrière, on essaye d'avoir un peu plus. C'est comme ça. Donc, on est dans ce contexte-là. Et ça, vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez pas lutter contre ça. Il y a une vraie pression. Donc, il faut essayer de gérer ça au mieux. Mais c'est ça la réalité. Donc, il n'y a pas une histoire ou des histoires. C'est que vous vivez une histoire commune avec les Français. Et cette histoire-là, elle se vit de façon de plus en plus intense, du fait de la médiatisation. Merci beaucoup. On va peut-être prendre une toute dernière question, mais alors très, très rapidement. Oui, bonjour, Arnaud Fouquier, étudiant MBA. Monsieur Louvier, j'aurais une question pour vous. Dans le contexte actuel, on a de plus en plus une demande apparente sur plus de fédéralisme dans l'Europe. Quel est votre point de vue à vous sur comment peut s'équilibrer l'exercice du pouvoir et les équilibres entre la nation et l'Europe? Je pense par exemple à la PAC qui donne l'impression d'être un petit peu l'arlésienne de la politique franco-européenne depuis, mon Dieu, qu'elle existe. Bon, je pense que Jean-Louis Bianco pourrait aussi bien répondre à cette question-là que moi, mais bon, je suis dans le viseur. Écoutez, moi, mon sentiment là-dessus, c'est très simple. C'est que d'abord, moi, je suis pro-européen, donc vous parlez à quelqu'un qui est fortement convaincu de la nécessité de faire travailler, je dirais, l'ensemble des pays concernés. Et la seule chose, c'est que pour éviter, comme on est allé vers l'élargissement, et qui est une réalité permanente, parce qu'on élargit au fur et à mesure du temps, je pense qu'on va être obligé de travailler en plusieurs cercles. Voilà. Donc je suis à la fois pro-européen, mais je suis un peu pragmatique. Et j'ai le sentiment qu'il va falloir maintenant qu'on a énormément ouvert, d'une certaine façon, créer des cercles pour permettre de travailler les uns avec les autres de façon plus efficace. Parce que j'ai vu des réunions, ce qu'on appelle des réunions européennes avec l'ensemble des ministres de l'Intérieur ou des réunions avec les chefs d'État, chefs de gouvernement, où quand vous êtes 26, 27 autour de la table, en général, ça dure énormément de temps et vous ne réglez pas beaucoup de problèmes. Et j'ai eu la chance de pouvoir y participer en backstage. On s'aperçoit qu'en fin de compte, les problèmes sont réglés entre quelques-uns, entre quelques pays, avant les réunions, et ensuite, parfois, le temps de parole est du prorata inversement à la taille du pays, quoi. C'est-à-dire que plus les chefs d'État ont des petits pays, plus ils parlent longtemps, etc. C'est plus des débats, c'est plus intéressant. Donc, à un moment donné, il va falloir travailler avec, je dirais, des cercles qui puissent permettre de faire entrer les uns, pas les autres, tout en préservant quand même l'idée européenne. Voilà. Merci. Je ne sais pas si je réponds exactement à votre question, mais je pense qu'on ne peut plus être sur le schéma qui avait été mis sur le papier lors de la création de l'Europe. Voilà, c'est plutôt mon sentiment. Merci beaucoup, Monsieur Louvier. Merci à tous d'avoir assisté à ce débat. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez les poser lors du cocktail qui va avoir lieu dans la cafétéria dans quelques instants. Donc on vous invite tous à vous y diriger, puis on va rester avec vous encore un petit peu. Merci. Juke to kill, kill, juke to kill, kill, to kill, juke to kill, kill, to kill, juke to kill, kill, to kill, juke to kill. Let's go. He's got his hands up, Chief. Take it easy. All right, you. No need to shoot me, officer. I was just... Don't you be telling me what not to do, man.
Just walk forward and keep them hands high. I saw the man, the assailant. Shut your mouth. But I was chasing him. I told you, shut your mouth. Animalist. He's clean. Cuff him. No, wait, I'm not the one you're looking for. Shut your mouth, boy. You're making a mistake, officer. The man you want is getting away. He's about 5'7". He wears Get him in the car.